Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de la Semaine Éco, le rendez-vous économique hebdomadaire de Canal Algérie. Alors l'Algérie, justement, on en parle ce soir, et l'Algérie qui cherche à renforcer son infrastructure et à répondre aux besoins croissants en matière de logement. Dans ce cadre, le Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, communément appelé Batimatech, constitue un événement majeur dans le calendrier des manifestations économiques et commerciales en Algérie. Le salon ouvre ses portes, il ferme jusqu'au 9 mai avec plus de 900 exposants. Ce Batimatech 2024 a fourni une vitrine pour les entreprises nationales et internationales également afin de présenter leurs produits, technologies et solutions aussi dans le domaine de la construction. Cet événement a également été l'occasion pour les autorités publiques de mettre en lumière les politiques et les initiatives visant à stimuler le développement du secteur de la construction dans le pays. Mais il y a évidemment des défis à relever allant de la nécessité d'améliorer la qualité et la durabilité des infrastructures et puis la promotion aussi de l'efficacité énergétique et de la gestion durable des ressources naturelles. Voilà en gros donc le sujet qui nous intéresse ce soir avec bien sûr mes invités sur le plateau pour en débattre. D'abord à ma gauche, M. Reda Bouariwa. Alors vous êtes directeur général de la construction et des moyens de réalisation au ministère de l'Habitat. Merci à vous d'être présent avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Monsieur Bouchnak Rabah, vous êtes conseiller du président directeur général du groupe Cosider. Monsieur Bouchnak Rabah, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Et puis, comme chaque semaine, Mohamed Achir. Alors Mohamed Achir, vous êtes docteur en économie, enseignant à l'université et consultant de l'émission. Merci à vous d'être également présent avec nous sur ce plateau. Merci. Alors pour commencer d'abord le débat avec mes invités, d'abord cette question, on parle aussi et surtout des priorités actuelles concernant la politique gouvernementale en matière d'habitat en Algérie. Le salon du Batimatech constitue un carrefour pour les entreprises, mais cela traduit toute cette volonté politique qui est menée justement pour améliorer la qualité de construction. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cheval de bataille que mène le ministère de l'Habitat aujourd'hui ? Tout à fait. Pour la qualité, donc, elle est placée au centre de préoccupation, de nos préoccupations majeures, donc, à savoir livrer un logement qui répond à toutes les commodités et répond aux besoins. Un logement décent aussi qui répond à toutes les commodités, Aujourd'hui, donc, à travers une série de mesures que nous avons mises en place au niveau du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, commençons par l'enrichissement des cahiers des charges, aussi l'élaboration de la réglementation technique qui régit le bâtiment. Est-ce qu'on peut connaître par exemple des précisions sur cette élaboration? On sait qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations apportées. Est-ce que vous pouvez en citer quelques exemples par exemple? Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que le secteur de l'habitat aujourd'hui enregistre plus d'une cinquantaine de documents techniques réglementaires qui sont à caractère obligatoire, qui concernent aussi bien la conception et le calcul que l'exécution et la mise en œuvre. Sont à caractère obligatoire, donc ils font les prescripteurs et les bureaux d'études se basent et s'appuient sur ces documents pour rédiger leur cahier des charges. Donc on veille à ce que les prescriptions énoncées dans les normes et les documents techniques réglementaires soient scrupuleusement respectés, aussi bien au niveau de la conception qu'au niveau de l'exécution. On doit s'assurer aussi de la conformité des produits avant leur mise en œuvre à travers... C'est une obligation légale aujourd'hui. C'est une obligation légale à travers nos différents projets, nos différents chantiers. Il y a le dispositif de contrôle de conformité qui est obligatoire, qui passe nécessairement par des essais de reconnaissance élaborés par des laboratoires, des essais d'analyse. Des certifications aussi. Les certifications aussi. Donc avant la mise en œuvre de ces produits, donc on doit s'assurer qu'ils répondent parfaitement aux exigences imposées aussi bien dans les cahiers des charges que dans les normes et les documents techniques réglementaires. Et on peut constater aujourd'hui de visu que la qualité aujourd'hui, le critère qualité est observé placé en priorité. Est observé dans nos différents
projets dont le secteur est en charge de réaliser. Si vous me le permettez, vous m'offrez une transition pour parler d'un fleuron en matière de construction qui est Cosider. Alors Cosider, c'est l'entreprise algérienne qui est placée en haut de l'affiche en matière de construction. Le président de la République avait à maintes reprises félicité le travail de Cosider. Monsieur Bouchna Khalabah, aujourd'hui, avec ce salon, vous y êtes d'ailleurs, vous êtes présent avec les différentes filiales du groupe. Que représente aujourd'hui Cosider dans le marché de la construction en Algérie? Ben voilà une question. Que représente Cosider dans le marché de la construction en Algérie? Bon, Cosider, depuis qu'elle s'est occupée du logement, a mis donc sur le marché pratiquement entre 110 et 120 000 logements. Actuellement, nous sommes en train de livrer, 2022, je crois qu'on a livré 8 000 logements, 2023, 8 000 logements, et 2024, il est prévu 8 000 logements, et nous avons donc en réserve 16 000 logements en cours. Donc voilà un petit peu le package du logement au niveau d'une filiale Cosider Construction. Il n'y a pas que le logement, donc on parle de la construction en elle-même, puisque cette filiale, qui emploie pratiquement 12 à 13 000 travailleurs, a à son actif beaucoup d'équipements. Elle a 24 ou 25 hôpitaux. Et dernièrement, ils ont un CHU de 400 lits. On fait des équipements, donc des sièges d'entreprise, des banques. Toutes les banques, vous voyez, à besoin, c'est Cosider qui les fait. Et actuellement, c'est-à-dire qu'en termes de plan de charge, je ne dis pas qu'on a fait le plein, on a encore de la réserve et on a encore des capacités donc de réel. Effectivement, pour emboîter le pas de ce que vous venez de dire concernant donc ce salon, c'est la démonstration de l'existence actuellement d'une panoplie de matériaux, et la qualité, comme vient de le souligner notre collègue, ne fait qu'augmenter. Les matériaux donc sont disponibles, la technologie est disponible. L'exigence aussi a évolué. La réglementation, elle est sans faille. Toute la réglementation, surtout en matière de stabilité du logement et en matière de qualité, toutes les conformités sont là. Mais je voulais tout simplement préciser, pas pour ouvrir une parenthèse, mais en tous les cas, c'est un élément essentiel pour nous qui sommes des maçons. La qualité est liée au coût, au prix. Vous mettez le prix, vous avez de la qualité. Au-delà de la stabilité, ça c'est intangible, on ne change pas, c'est strict pour ce qui concerne la structure, ce qui concerne des réponses donc, au séisme, aux aléas naturels, ça il n'y a pas de tergiversation. Mais au niveau du fini, c'est là où il y a le design, au niveau du fini, la qualité et le confort pratiquement des ménages dans ce logement, il est lié au prix du mètre carré construit. Mais aujourd'hui, on peut dire, par exemple, qu'en Algérie, nous avons les matériaux, nous avons la diversité aussi et le choix aussi d'aller vers plusieurs budgets aujourd'hui. C'est-à-dire que le citoyen peut aller vers des entreprises. On imagine Cosider qui est spécialisé aussi sur les gros œuvres. Hein. C'est-à-dire c'est déjà de l'acquis. Vous parlez de la finition et qui est adaptable aujourd'hui par rapport au budget de chacun. Bien sûr. Tout à fait normal, c'est le choix des qualités. Vous prenez par exemple entre les logements standing promotionnels et le logement social, il y a une différence de qualité parce qu'il y a le choix des matériaux. Le coût diffère. Oui. C'est tout. De toute façon, je défonce les portes ouvertes, ça c'est tout à fait normal. Monsieur H, sur la question de la présence du produit national, notamment au niveau du salon du Batimatech. Alors le Batimatech, c'est un rendez-vous incontournable, on en est à la 26e édition et d'année en année, on remarque justement cette évolution en matière de production nationale. C'est important pour booster l'économie locale? Effectivement, c'est très important pour l'économie parce que fondamentalement, le bâtiment, la construction, le logement sont des moteurs de la croissance économique. Quand le bâtiment va, tout va, c'est ce qu'on dit. Donc ça crée un grand défi d'entraînement et ça fait entraîner plusieurs filières, plusieurs activités et c'est un secteur aussi qui emploie. Donc si on prend par exemple en termes de chiffres, selon l'ONS, j'ai vérifié un peu les statistiques de l'ONS, déjà le secteur de la construction est passé, si on prend 2 années de référence 2019-2023, donc il est passé d'une croissance ou bien d'une création de valeur ajoutée de 3 150 milliards de dinars à 4 206 milliards de dinars en 2023.
Cela montre quand même le retour, parce qu'il y a eu quand même quelques années un peu avant de stagnation du secteur, mais maintenant on constate que durant ces dernières années, il y a un retour de la croissance de la valeur ajoutée et la création de la valeur ajoutée dans le secteur de la construction. Donc il contribue énormément au PIB et l'emploi environ 20% de la population active aussi. Donc cela veut dire que quand on lance des projets de construction, bien sûr, hein, il n'y a pas que... Il y a aussi la construction des équipements publics, etc., du logement, des travaux, etc., des travaux publics. Donc tout ça, ça crée un effet d'entraînement. Et ce qui a permis justement cette diversification, d'abord en termes d'usines de production, par exemple, de plusieurs matériaux, mais aussi ça a créé un effet d'entraînement pour l'outil de réalisation, c'est-à-dire les entreprises, dont on a même des champions, comme Considère, par exemple. Donc le privé aussi. Et il y a du privé maintenant dans la construction, mais surtout aussi dans la production des matériaux. Donc tout ça, c'est grâce justement à cette commande publique aussi, il faut le dire. Il y a une commande publique, il y a une politique volontariste de l'État consistant à construire beaucoup de logements pour les Algériens et aussi à construire des équipements. Et tout ça, donc, ça a créé une intégration nationale du produit. D'ailleurs, maintenant, on est des exportateurs nets, par exemple du ciment, de l'acier, la céramique aussi. Il y a un excédent important, donc il y a des exportations. Il y a de belles percées en matière de production céramique. Effectivement. Et puis, au fil du temps, effectivement, cet effet d'entraînement a créé la qualité. Donc, on voit maintenant les matériaux, la qualité des matériaux. On voit même la promotion, parfois, donc, qui réalise de la qualité parce qu'effectivement, le prix... Il y a la question du prix, je suis d'accord. Donc, en fin de compte, que ce secteur, donc, il continue, du point de vue macroéconomique, il continue encore à tirer la croissance économique. Donc, la construction, l'agriculture aussi, bien sûr, les hydrocarbures, voilà les principaux secteurs qui tirent la croissance économique du PIB et qui emploient aussi. Et maintenant, justement, effectivement, c'est maintenant peut-être qu'il est plus important d'engager plus de la construction. Parce que nous avons un outil de réalisation nationale et nous avons aussi des produits, des matériaux qui sont produits au niveau local. Bon, il y a bien sûr l'outil de réalisation, mais il y a aussi cette politique aussi de promouvoir l'investissement privé dans le domaine de la construction. On sait aujourd'hui qu'en Algérie, on encourage aussi le privé à s'investir en masse dans ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les mesures qui sont prises par le ministère de l'Habitat encouragent justement ces investisseurs? Il y a eu peut-être un engouement à une certaine époque. Avec la période Covid, ça s'est un peu... ça a ralenti, il faut le dire. Tous les secteurs ont connu une forme de ralentissement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous proposez justement, c'est peut-être des mesures incitatives pour relancer un peu le privé dans ce secteur? Je pense qu'aujourd'hui, le marché national offre une gamme riche et surtout diversifiée en matière de matériaux de construction. Pardonnez-moi, je vous parle en matière d'investissement privé dans la construction, c'est-à-dire qu'on ne parle pas dans le logement, c'est-à-dire pas les producteurs de matériaux, mais plutôt les promoteurs. Tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a pratiquement plus de 9500 promoteurs qui sont agréés, qui participent à l'effort de construction. Donc 9500 promoteurs actifs qui sont inscrits. Qui sont agréés, qui sont inscrits au tableau national des promoteurs immobiliers. Donc, comme vous le savez, donc, il y a une loi qui réglemente l'activité de promotion immobilière depuis 2011. Elle est en cours de révision pour apporter les améliorations et les amendements nécessaires pour permettre à ces promoteurs d'avoir un climat favorable. Donc, M. Boualiwa, on parlait justement sur l'investissement du privé en matière de construction. Mais avant de continuer sur cette question, vous vouliez apporter une petite précision par rapport au PIB et la contribution du BTPH en général et pas seulement de... Je voudrais juste rappeler ou rajouter par rapport à ce qu'a dit M. Haché tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, le taux de croissance en volume estimé à fin 2024 pour le bâtiment et travaux publics, il est de 6,2 pour un volume en valeur de
3 milliards 821 milliards de dinars. Cela dénote l'importance du secteur. C'est une croissance positive. Positive et sa contribution dans le PIB global. Je reviens un peu par rapport à la question des promoteurs. On encourage, on n'a pas de distinction entre le public et le privé. C'est les outils, c'est l'outil national. Donc il y a les promoteurs immobiliers qui contribuent aussi à l'effort national à travers la prise en charge de certains programmes publics et aussi de certains programmes initiés par eux-mêmes dans le cadre de la promotion libre. En tant que secteur en charge de la régulation, donc on a mis toute la réglementation qu'il faut pour mieux encadrer cette activité et mieux y mettre aussi toutes les dispositions et les mesures qui permettent à ces promoteurs de participer à cet effort à travers la réalisation d'un nombre important de logements qui répondent aux normes et aux règlements en vigueur et aussi qui répondent aux attentes des citoyens et aussi qui sont destinés peut-être à une frange de population qui n'a pas sa place dans les différents programmes publics par rapport aux conditions d'éligibilité pour bénéficier de logements ou bien d'aide qui est destinée au logement. Et toutes les mesures ont été prises pour la révision de cette loi. Nous avons organisé une série de rencontres avec ces promoteurs. Aussi, on a un fonds de garantie qui est un petit peu là, qui veille aussi sur la régularité des actes et de cette activité. Protéger aussi le consommateur protéger aussi le consommateur. Donc, toutes les dispositions et toutes sont favorables aussi pour se hisser à un niveau par rapport aux standards dans l'activité de promotion et immobilière, nonobstant les promoteurs aussi immobiliers publics qui participent aussi fortement dans les programmes de réalisation des différents segments de logement. Merci M. Boualiba. M. Bouchna-Khalabah, vous êtes une personne qui a pratiquement passé une bonne partie de sa vie dans le domaine de l'habitat. Vous avez remarqué, avec l'œil observateur de l'expert, cette évolution en matière de construction, où on en était il y a quelques décades, aujourd'hui où on en est. Et quel est votre constat aujourd'hui, vous qui êtes en ce moment conseiller au niveau d'une grande entreprise qui continue à construire jusqu'au jour d'aujourd'hui? Merci pour la question, parce que le constat est indéniable, c'est clair. De mémoire, il y a peut-être une trentaine d'années, la maxime quand le bâtiment va, tout va, n'était pas applicable, puisque pratiquement l'Algérie importait tout. On importait du ciment, on importait du bois, on importait de la faïence, on importait. Ce qui fait que, mis à part l'emploi en lui-même, mis à part l'eau et l'énergie, le bâtiment n'était pas le bout en train de l'économie. Maintenant, effectivement, je vois le bâtiment locomotive de l'économie nationale, l'expression est réelle, parce que pratiquement, quand on inscrit un logement, le logement est demandeur d'eau, de ciment, d'acier, de faïence, de main-d'œuvre, etc. Et tout ça est produit à l'échelle nationale. Donc, quand on inscrit un logement, c'est toute la dynamique, la dynamique industrielle qui se met en mouvement. Et là, effectivement, la maxime, quand le bâtiment va, tout va. Et ça commence à aller. Et effectivement, moi, je considère que, de mémoire, puisque je suis un peu transfuge du secteur de l'habitat, de mémoire, le parc du logement, il a explosé. Il a explosé, bien sûr. Les efforts faits par les pouvoirs publics sont incommensurables. Tout à l'heure, j'évoquais en aparté le parc en lui-même qui dépasse les 11 millions de logements et peut-être 12 millions de logements. Alors qu'à l'époque, il y a quelques décennies de cela, le taux d'occupation de logement était à deux chiffres. Il était pratiquement 8, 9, 10% par logement. Maintenant, on arrive à un taux d'occupation qui avoisine le taux pratiquement à l'échelle internationale, puisqu'on est aux environs de 4. On est au 31/12/2023, on est à 4,25. 4,25. Donc, vous faites la division 45 millions d'habitants
par 12 000. 25, vous trouvez pratiquement un parc de 11-12 millions. C'est énorme. C'est énorme. Et là. Et aujourd'hui, la politique, elle continue, c'est-à-dire que la politique de construction ne s'arrête pas pour autant, c'est-à-dire qu'il faut toujours anticiper sur la démographie qui, elle, est en train d'augmenter aussi. Bien sûr, ce n'est pas une fatalité, et ce n'est pas une tare. Ça, je me souviens. À l'époque du discours de Feu Boumedienne Bermond, où il disait, un discours qu'il a eu aux Nations Unies en 1974, je crois, où il dit comment peut-on concevoir les bras comme étant une tare? C'est-à-dire que, pour nous, la démographie, c'est une richesse. Et effectivement, c'est une richesse, puisque le monde occidental en souffre, le manque de démographie. Il fait appel donc à cette immigration. C'est vrai que le déclin est cette fois de l'autre côté. Voilà, c'est important. Donc c'est vrai que les efforts du pouvoir public doivent continuer dans ce sens. Mais en contrepartie, ça a un coût. Ça a un coût terrible pour l'économie nationale. Parce qu'il n'y a pas que le bâtiment. Il y a d'autres secteurs qui doivent se développer en même temps. Ce qui fait que c'est pour ça que tout à l'heure dans la partie, je parlais de la politique de l'habitat. Effectivement, si on fait un recensement, il y a fatalement une quantité de logements, je ne dis pas une quantité de logements qui n'est pas exploitée, qui est thésaurisée, qui est fermée, etc. Et là, c'est un problème. Donc il doit y avoir une mise en place d'une dynamique pour mettre sur le marché cette politique. Bien sûr. Politique du loyer, politique du foncier, politique... C'est-à-dire rentabiliser ce qui a été déjà construit. Et si on arrive à mettre sur le marché pratiquement l'usage de ces logements thésaurisés, peut-être que l'effort consenti dans le secteur sera moindre, au bénéfice d'autres secteurs. Parce que, le parc est ouvert pour le... Merci pour cette précision. Monsieur Haché? Oui, même par rapport à cette politique de gestion, c'est-à-dire de logement du parc, donc il y a même la politique fiscale aussi qui peut un peu apporter des solutions. C'est-à-dire, si on l'impôt peut sur la fortune, préciser par pour nos téléspectateurs. L'impôt sur la fortune, par exemple, résidences secondaires, les logements fermés. Puis il y a, je pense qu'il y a même maintenant publication au niveau de la direction des impôts, un peu d'un référentiel des prix de logement, de location, etc. Donc il y a une régulation. Il y a aussi la taxe foncière, il ne faut pas oublier. Ce sont des taxes assez modestes, mais qui ont toute leur importance vu le parc important que nous avons dans le pays. La politique fiscale, il peut justement inciter les gens à louer ou bien inciter les gens à vendre éventuellement. Donc c'est ça, pour ne pas garder des... Comme il a bien souligné, pour ne pas thésauriser, donc ce logement. Mais tout fin de compte, actuellement, effectivement, l'Algérie a réalisé des avancées considérables. D'ailleurs, c'est l'un des facteurs de classement de l'Algérie aussi par les institutions internationales, comme les Nations Unies, en termes des objectifs de développement durable. Parce que le logement, quand on a un logement décent, quand on permet aux fonctionnaires, on permet, comme il a été souligné par le représentant du ministère, donc même à des couches qui n'ont pas des revenus assez consistants d'intégrer certaines formules, comme l'habitat rural par exemple, le logement locatif, social, etc. Donc le LPA, donc toutes ces formules-là font de l'inclusion en quelque sorte. Et ça fait démocratiser le logement. Et cela, justement, il contribue, c'est l'impact social important pour le niveau de vie des Algériens et pour le bien-être. Et ce qui fait que l'Algérie est classée première en Afrique en termes de réalisation des ODD. Qu'on n'entend plus ces revendications en matière de logement. C'est-à-dire, on revient quelques années auparavant, l'Algérien était demandeur. Aujourd'hui, l'Algérien est rassasié, si on peut permettre l'expression. C'est-à-dire, en matière de logement, l'accessibilité, elle est garantie. Effectivement, et puis il y a l'éradication des bidonvilles aussi. Ça, c'est quand même, l'Algérie, elle a fait quelque chose d'extraordinaire en la matière. Donc tout ça, ça fait partie du développement économique. Parce qu'il y a la croissance économique, mais il y a le développement économique. La dimension du développement est plus large. Donc il intègre tous ces secteurs, il intègre les questions sociales, et puis le logement est fondamental pour leur bien-être. Donc, il n'y a pas que le logement, bien sûr. Donc, quand on parle de l'habitat aussi, il y a toute une politique. Il y a aussi la politique des villes aussi. Il y a des aménagements. On voit des améliorations. Donc, il y a eu même des programmes d'amélioration urbaine, etc. Donc, c'est tout ça qui fait entraîner en quelque sorte l'économie. Parce que même indirectement, on ne peut pas le considérer comme un secteur non productif, parce que réellement, il produit indirectement. Il participe même à l'attractivité économique d'un pays et à l'attractivité d'investissement. Et quand on a une infrastructure de base performante, qualitative, etc., donc ça crée tout un environnement attractif.
Donc il y a des retombées indirectes sur l'investissement productif sur l'économie. Oui. Monsieur Bahlou, j'aimerais vous voulez réagir? Je voudrais juste rajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est que juste pour rappeler que le secteur de l'habitat, pour mettre en valeur et en exergue les réalisations, je voudrais rappeler que durant la période 2020-2023, le secteur a pu quand même livrer 1 250 000 unités de logement. Malgré le Covid. Tous segments confondus, Oui. malgré la crise sanitaire et tous les obstacles rencontrés en matière de relance des chantiers et aussi l'augmentation des prix de certains matériaux de construction. C'est-à-dire que l'État a supporté cette forme d'augmentation qui nous a été imposée aussi, hein, il faut le dire. Hein. Tout à fait. Et par une petite opération de calcul, si on se base sur un taux aujourd'hui de 4, par exemple, donc 4 fois multiplié par 1 250 000, c'est 5 millions d'Algériens qui ont réellement bénéficié, qui ont accédé à un logement, décent qui répond à toutes les normes de confort et de durabilité. Et aussi, je tiens à préciser que l'État continue et le caractère social de l'État demeure un critère déterminant et dans la poursuite et l'intensification de la réalisation de logements et notamment en direction des couches les plus démunies. Et c'est un aspect. D'ailleurs, l'article 63 de la Constitution prévoit que l'accès à un logement qui est consacré par la Constitution et nous œuvrons au ministère de l'Habitat à réaliser ce gigantesque programme à travers la mobilisation de tous les moyens nationaux et mettre toutes les dispositions appropriées pour la réussite de ce programme. Ajouter à cela aussi, il y a les équipements d'accompagnement et notre politique se base aujourd'hui sur les cités d'habitat intégrés qui comportent... C'est aujourd'hui une norme. Aujourd'hui, on ne livre pas une cité pour une habitation sans qu'il y ait les infrastructures d'accompagnement. C'est régulé par une loi aujourd'hui ? C'est confirmé que dans notre politique aujourd'hui, la feuille de route tracée par M. le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, donc on ne livre pas de logement sans qu'il y ait des équipements d'accompagnement et de loisirs et aussi tous les travaux d'aménagement des espaces et des aires de jeu qui permettent de créer un environnement propice pour le citoyen. Preuve en est, c'est que les nouveaux pôles urbains, donc on parle des cités d'habitat intégrés qui regroupent l'ensemble des infrastructures d'accompagnement et de loisirs. Et aussi, nous accordons une importance particulière au respect des dimensions du développement durable dans nos villes. Ça, c'est une question que vous anticipez, je vais vous la poser tout à l'heure. Monsieur Bouchnar-Rabah, la politique sociale de l'État, elle est importante. Absolument. Elle est importante pour les Algériens. Il faut garder cette politique. Elle a été défendue par le président de la République lors de ses sorties médiatiques à plusieurs reprises. Est-ce qu'il faut maintenir cette cadence? Car aujourd'hui, et encore, l'Algérie est capable aussi de continuer avec les moyens qu'elle a, d'offrir ce logement tant attendu par les Algériens, pour certains d'ailleurs, et qui attendaient depuis des années. Aujourd'hui, ils habitent, d'autres qui arrivent et qui doivent aussi profiter du même confort aussi. Mais tout à fait, ça c'est mon point de vue, c'est intangible. C'est une politique qui n'est pas à changer, mais tout simplement, ce que je préconise, c'est qu'il faut la gérer pour amoindrir les coûts, tout simplement. L'Algérie passe parmi les champions en Afrique et dans le monde en voie de développement comme étant très performant dans les établissements humains. Ça, c'est une expression des Nations Unies. Effectivement, à travers le logement, à travers le développement de la politique sociale du pays. Et ça, c'est indéniable. Ce que j'avais préconisé tout à l'heure, j'ai dit, effectivement, ça a un coût. Et dans l'économie du pays, il n'y a pas que le logement lui-même. Il y a d'autres secteurs qui sont aussi demandeurs. Et le logement absorbe beaucoup d'argent, beaucoup de financement. Ce qui fait que j'avais dit que les efforts des pouvoirs publics sont incommensurables, sont énormes. Et notre collègue vient de souligner qu'il y a 1 million de logements qui vont être livrés. Avec un taux de 4, ça fait pratiquement 5 millions de personnes qui vont avoir un confort de vie. Et moi je dis entre guillemets, ce n'est pas une intervention, j'allais dire, provocatrice, tout simplement. Je dis
parfois on a l'impression de distribuer une rente, puisque si on a des chiffres, et ça c'est des interpellations pratiquement qui sont faites de manière continue à travers la presse, à travers les débats et à travers le secteur du logement lui-même, en disant qu'il faut développer, il y a de la réflexion. Je suis sûr qu'il y a des équipes qui réfléchissent sur ça pour récupérer, pour mettre sur le marché tous ces logements qui sont fermés, soit par la location, soit par la vente, soit par la dynamisation du marché du loyer. En fait, il faut introduire la dimension économique qui doit accompagner la politique sociale en même temps. C'est-à-dire qu'il faut, les pouvoirs publics sont conscients de cet aspect-là, puisqu'il y a eu des débats. Moi, personnellement, j'ai assisté à des débats comme ça, avec des journalistes, avec des spécialistes comme notre collègue, etc. Et pour chercher les voies et moyens pour amener le citoyen, sans trop le brusquer, à mettre sur le marché son propre logement, s'il n'en a pas besoin. Créer un marché. Voilà. Créer un marché du logement, créer un marché, un marché dynamique du loyer. Réglementer, c'est nécessaire, car il y a aussi des... L'État a fait, à un certain moment, suite à ce débat, l'État a fait des incitations fiscales, puisque quand on loue, on a diminué l'impôt, quand on vend, on a diminué l'impôt pour inciter les gens à soit vendre, soit louer. Bon, il faut que ça créer une dynamique dans le marché immobilier. Il faut comment dirais-je, je ne trouve pas le terme, il faut sécuriser le citoyen pour qu'il mette son produit sur le marché, soit par la location, etc. Et là, si on arrive à mettre sur le marché des logements qui sont fermés, ça va peut-être diminuer le programme en lui-même d'initiation de logement. Parce qu'actuellement, on a l'impression qu'il y a une partie qui va pour la rente. Les gens n'ont pas besoin réellement de logement, mais ils ouvrent droit à un logement. Ils ouvrent droit à un logement et ils le ferment. Et ça... C'est une problématique aussi qui a été soulevée par le... Voilà ce que je veux dire, tout simplement. Sinon, la politique sociale n'est pas à discuter. Elle n'est pas à discuter. Monsieur Hachir, je voudrais revenir avec vous sur la politique d'urbanisation. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai qu'on construit beaucoup de logements, on respecte un peu le fait que ces projets se fleurissent un peu partout dans le pays. La politique d'urbanisation, aujourd'hui, elle est nécessaire de bien l'étudier et peut-être de promouvoir des pôles urbains adapté à certaines régions du pays et selon les régions, mais surtout selon les besoins des populations locales. Tout à fait. Donc là, il y a même une approche territoriale qu'il faut, c'est-à-dire mettre en place par rapport aux spécificités des régions, leurs besoins économiques aussi, par rapport aux besoins de la population. Donc il y a par rapport aux besoins de l'économie, perspectives de l'économie. C'est-à-dire quand on veut, par exemple, maintenant on a un programme, je pense, de développement des villes nouvelles. Mais le développement des villes nouvelles, elles sont aussi, c'est-à-dire insérées dans une politique nationale stratégique. Par exemple, par rapport au développement des villes du Haut-Plateau, par exemple, des villes du Sud. Si on prend par exemple le projet de ville nouvelle de Bougzoul, par exemple. Et il est dans cette perspective d'abord de créer c'est-à-dire d'abord, il est sur le corridor, disons, de la grande route transsaharienne, la route nationale numéro 1. Donc, et puis, ça peut créer un effet d'entraînement en termes de développement par rapport aux wilayas du Sud et aux wilayas du Nord. Voilà, donc là, il faut une grande ville, c'est une ville nouvelle, donc qui va avoir une dimension de modernité avec des grandes infrastructures, etc. Donc ça, c'est une dimension. Après, moduler aussi. Si on prend par exemple même l'habitat rural, il est destiné à des régions rurales, donc il y a une politique qui est ciblée, c'est maintenir les populations, garder l'agriculture vivrière par exemple, garder les populations, etc. Donc la modulation de cette politique de construction des villes ou bien de l'urbanisation doit prendre en compte plusieurs aspects, les aspects économiques, les aspects de développement, territoriaux, environnementaux aussi, historiques aussi, mais historiques, sociologiques. Donc tout ça, je pense, c'est ça qui est maintenant qui est prévu en Algérie. Et l'aspect aussi, bien entendu, maintenant, parce que si on prend par exemple la transition énergétique, effectivement, maintenant, les énergies renouvelables, donc il faut y aller vers un logement qui consomme moins d'énergie, donc des villes. Donc on parle maintenant des villes intelligentes. On a vu beaucoup d'exposants au niveau du Batimatec
qui justement propose des solutions Voilà, en matière de construction, en matière d'efficacité énergétique et qui pourraient être adaptées pour certaines régions du pays. Exactement. Je pense qu'on est arrivé maintenant à ces étapes parce qu'il y avait à un certain moment besoin de construction de masse. C'est normal parce qu'il y avait fallait satisfaire la le demande. social, Oui. c'est normal. Et maintenant, justement, La c'est recherche cette de la saut qualité. qualitatif qui Oui. est demandé. Monsieur Boualiwa, je vous pose la... Si vous permettez, Allez-y. je voudrais juste poursuivre par rapport à ce qu'il vient de dire. J'allais vous poser la même question, ne vous inquiétez pas. D'accord. Pour la question de l'efficacité énergétique, Oui. aujourd'hui, elle est placée au centre de nos préoccupations majeures, sachant pertinemment que l'habitat, le résidentiel et le tertiaire est réputé comme étant un gros consommateur d'énergie. D'après les statistiques, c'est 43% de la consommation finale d'énergie, et aussi il est responsable des émissions des gaz à effet de serre, CO2, hauteur de 25 à 30%. Donc, partant de cette problématique, le secteur de l'habitat s'est engagé dans cette optique. Déjà en renforçant les mesures d'efficacité énergétique à travers l'isolation de l'enveloppe des bâtiments, à travers l'isolation des terrasses, et aussi le recours à une menuiserie extérieure en PVC. Ça a été décidé il y a quelques années par le président de la République. Par monsieur le président de la République, et d'interdire l'utilisation de la menuiserie en bois, oui. et la substituer en PVC, en aluminium, pour améliorer l'étanchéité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de dire qu'il y a une prise de conscience réelle sur justement cette déperdition d'énergie qu'on a connue depuis des années. Aujourd'hui, on peut plus se permettre un logement qui consomme de l'énergie pour rien. Tout à fait, à travers ces mesures d'efficacité énergétique, à travers des mesures d'isolation. Et je voudrais aussi rappeler que l'Algérie s'est engagée à réduire les émissions des gaz à effet de serre à hauteur de 7% à horizon 2030. Et le secteur du bâtiment a une part importante dans ces mesures par l'isolation d'un nombre important de logements. Ajouter à cela aussi le recours progressif à l'utilisation des énergies renouvelables. Et je peux donner l'exemple, puisqu'il a évoqué les villes nouvelles, l'éclairage public actuellement au niveau des 5 villes nouvelles, c'est en photovoltaïque, en panneau photovoltaïque. Je vous donne le nombre. Il y a 17 684 unités lampadaires qui sont déjà exécutées avec un montant de 39 milliards de dinars. Vous parlez sur le territoire national. Pour les villes nouvelles. Pour les villes nouvelles, Bouinan, Sidi Abdallah, Hassim Saoud. Et à Constantine aussi. Et à Constantine aussi, Drarish Annaba. Il y a aussi 18 494 déjà unités réalisées au niveau d'autres sites urbains. Cela dénote que l'intérêt qu'on accorde à cette efficacité énergétique, et aussi sans oublier aussi la mise en place d'une réglementation thermique qui est destinée aux concepteurs, et on envisage aussi d'arriver à un label énergétique, efficacité énergétique pour les bâtiments neufs, sans oublier aussi le parc existant, et on pense aussi à engager des opérations de réhabilitation thermique pour améliorer la performance. Une question pour vous, monsieur Boualiwa. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Habitat, vous impliquez par exemple des start-up qui proposent des idées innovantes, peut-être, ou même vous avez un listing peut-être de certaines entreprises qui activent dans des matériaux de construction qui offrent justement cette possibilité de promouvoir l'efficacité énergétique. Tout à fait, on encourage parfaitement ces start-up. D'ailleurs, une implication de l'université, pardonnez-moi aussi. L'université, donc il y a à travers notre centre de recherche qui est placé sous tutelle, le CNERIB, qui travaille sur la question depuis plusieurs années. Donc il y a une passerelle qui a été créée. Tout récemment, il y a un produit innovant qui a été breveté. Lequel est-ce qu'on peut connaître? Sur les grignons d'olive, par exemple, avec une composition adéquate, on aura un matériau qui répond, qui est performant, qui a des performances énergétiques d'isolation élevées, et ça a été breveté. Aussi, on encourage l'utilisation des matériaux
innovants, surtout dans le domaine écologique et à faible émission de CO2 et ami de l'environnement. Le CNERIB aussi a développé un matériau, ce qu'on appelle un matériau à changement de phase, qui est un matériau composite qui stabilise la température à un degré donné, que ce soit en hiver ou bien en été, donc à changement de phase. Mais il est déjà, c'est-à-dire c'est au stade d'étude ou pas au stade d'étude, c'est breveté, c'est déjà donc détient le brevet, donc il peut être facilement appliqué. Notre ami le considère donc il est là, donc il est facile à appliquer et il peut être facilement mis en application, notamment pour une isolation à l'extérieur, pour l'ancien bâti, compte tenu des caractéristiques de performance. Donc il a cette capacité de rénovation, on peut l'utiliser dans la rénovation aussi. Donc on encourage ce genre de matériaux qui sont innovants et qui répondent parfaitement à la question et qui présentent des performances en matière d'isolation. Les startups, nous avons signé déjà en mai 2022 un mémorandum de coopération entre les deux ministères. Et il y a eu des opérations qui ont été concrétisées, notamment avec notre organisme de contrôle, le CTC, via quelques startups qui ont développé des instruments de mesure et d'instrumentation, notamment dans les bâtiments de grande hauteur. Et nous poursuivons ces actions et on s'engage aussi à mettre tous les moyens de recherche dont dispose le secteur au profit de ces... Pour améliorer justement tout à fait, le domaine de la construction. Alors, M. Bouchnard, au niveau de Cosider, on vient d'entendre tout un exposé justement sur l'efficacité énergétique et les choix aussi du gouvernement d'aller vers cette solution, car aujourd'hui, elle s'impose d'elle-même. Est-ce qu'on considère aussi s'investit pleinement dans cette approche d'efficacité quand on construit des logements? Oui. Il ne faut pas oublier que Cosider, c'est notre président, oui. Ce n'est pas un décideur. Oui. Donc, mais vous pouvez faire des choix aussi, hein, au niveau de Cosider. On choisit de construire bien sûr. Oui. Cosider construit ce que lui commande le maître d'ouvrage. Donc, s'il lui commande un logement avec un niveau de standing, un niveau de confort et un niveau d'économie énergétique, Cosider s'adapte. Il n'y a aucun problème pour cela. Au-delà du fait que Cosider peut éventuellement dans ses laboratoires ou dans ses... Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que Cosider fait ce travail? Non, on ne fait pas de travail. On a un secteur de recherche et développement, on a un laboratoire. Bon, on ne s'est pas pensé sur cela. On a une préoccupation de réalisation, de respect des délais, de respect des coûts, de respect des... Mais si demain, le secteur de l'habitat pour le logement a un cahier de charge qui exige un certain nombre de confort, un certain nombre d'exigences en matière d'efficacité énergétique, Cosider va s'adapter, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Cosider, à un certain moment, elle était obligée de faire de la déminéralisation, elle a fait de la déminéralisation. Elle était obligée de faire du dessalement, elle a fait du dessalement. Et maintenant, on va peut-être éventuellement concentrer de gros efforts pour le dessalement, puisque les pouvoirs publics prévoient à l'échéance 2030 de gros volumes de dessalement. Donc, Cosider, elle s'est adaptée, elle s'est formée et elle a l'outil et elle peut prendre à 100% une usine, le cas de Foucault par exemple, elle est bien avancée. C'est pareil, c'est une usine de 300 000 mètres cubes jour. Donc, ce qui fait qu'on a la capacité de nous adapter et on apprend très vite. C'est ça. C'est une particularité aussi. Voilà, on apprend très vite et on accorde beaucoup d'importance à la formation de nos jeunes. Voilà. Donc, nos budgets de formation sont limites, sauf si on n'arrive pas à trouver des gens pour les former. Ce qui fait qu'intramuros, on arrive à former pratiquement tout le monde. Tout le monde passe à la mouline, tout le monde. Nous avons un centre de formation propre. Nous avons un centre de formation à Msila pour le conducteur d'engin, Donc, on a la capacité de nous adapter. Maintenant, ça dépend du cahier de charge, du donneur d'ordre, du maître d'ouvrage. Oui. Voilà. La question aussi que je voudrais vous poser, c'est toute cette expérience que vous avez cumulée pendant toutes ces années. Est-ce qu'aujourd'hui,
est-ce qu'on peut dire que Consider peut exporter son expérience à l'étranger et aller peut-être sur des projets à l'étranger aujourd'hui? Même si l'idée n'est pas encore établie, mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable, avec ce savoir-faire, d'exporter cette expérience à l'étranger, notamment en Afrique? Pourquoi pas, hein? On demande aussi à ce que les entreprises algériennes ne commercent pas seulement, on investit aussi dans les pays africains. En Afrique ou en Europe, il n'y a aucun problème, parce que la technologie, pratiquement, elle est démocratisée à l'échelle universelle. Maintenant, on sait faire du métro, on sait faire du bâtiment, on sait faire du tunnel, on sait faire des autoroutes. Des ouvrages d'art. Des ouvrages d'art. Oui. Vous avez l'ouvrage d'art qui est à la sortie de Aïla, qui va vers... c'est un ouvrage d'art qui n'a rien à envier aux ouvrages qui sont réalisés. Le métro aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein, exporter notre savoir, exporter notre... comment dirais-je, nos savoir-faire. Votre expérience aussi. En Tunisie, nous avons un projet en Tunisie. Oui. On fait des ouvrages d'art à Tunis. Oui. Nous avons 2 ouvrages d'art. Bon, on le fait sans aucun problème. Mais tout simplement, le problème de s'exporter de l'étranger vers l'Afrique ou ailleurs, c'est un problème, vous me donnez l'occasion de l'évoquer parce que ça a été évoqué dans un grand séminaire où tous les entrepreneurs sont prêts à éventuellement s'exporter dans leurs activités et que tout simplement la réglementation ne suit pas. La réglementation douanière ne suit pas, la réglementation d'échange ne suit pas, la réglementation du travail ne suit pas, etc. Comment voulez-vous que je peux participer à un appel d'offres en Tunisie, au Maroc, en Guinée, ou un peu partout en Égypte? Aucun problème. Et on est capable, et on a les moyens de gagner les projets. Mais si on le gagne, comment nous allons dépenser cet argent? Comment nous allons transférer le travail? Si tout ça, toute cette problématique a été posée, a été exposée au niveau, donc, à un niveau vraiment supérieur, j'allais dire, de l'administration publique. C'est-à-dire que la volonté y est, maintenant il reste peut-être quelques mécanismes à calibrer. On est sur le starting block. Oui. Mais le dispositif ne suit pas. Oui. Ne suit pas. Je pense que nous avons eu suffisamment d'occasions pour sensibiliser les pouvoirs publics, pour aménager pratiquement toute cette réglementation pour pouvoir permettre à l'outil national de s'exporter. Je vais laisser le dernier mot à M. Boiléo parce que vraiment nous arrivons à la dernière minute de l'émission. Est-ce que vous pouvez répondre peut-être à... Je voudrais juste rajouter qu'aujourd'hui le climat est favorable aussi avec l'ouverture de certaines banques, notamment dans certains pays africains, qui peut contribuer facilement à cette opération d'exporter le savoir-faire. Et il n'y a pas uniquement Parce qu'on a souffert en Tunisie, on continue à souffrir. Mais aujourd'hui, vous avez une réponse justement de la part... Non, il y a des balbutiements, mais c'est bien, Les choses se mettent en place peut-être petit à petit et cela permettra peut-être d'aller vers... C'est une question d'aménagement de l'alimentation et de la digestion. Absolument. Monsieur Hachir, vraiment, je vous laisse 1 minute pour conclure. Oui, 1 minute. Justement, en tout cas, l'effet d'entraînement de la croissance économique, elle est là. Oui. Et quand même... nous avons un outil de réalisation, nous avons des champions dans la réalisation, ils ont toutes les capacités pour même s'exporter. Et aujourd'hui, je reviens juste à l'idée de départ, ce secteur-là a développé même d'autres filières, le verre, le ciment, etc., tous les matériaux. Et le logement, il peut développer beaucoup de métiers, des artisans surtout, beaucoup de métiers d'artisans. Aussi. Donc, c'est un secteur qui est prometteur encore pour l'économie algérienne. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Monsieur Reda Boualiwa, directeur général de la construction et des moyens de réalisation au ministère de l'Habitat, merci d'avoir été avec nous. Monsieur Bouchnar Rabah, conseiller du président directeur général du groupe Consider, merci à vous d'avoir été avec nous pour répondre à nos questions. Et Mohamed Hachir, docteur en économie, consultant de l'émission, merci à vous également. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis pour ce débat. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine.